Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera produits de bourse Société Générale avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Merci d'être avec nous Léa. Au menu cette semaine, nous allons parler pétrole, Standard & Poor's, CAC 40, Intel, Vallourec et Nestlé. Il ne me reste plus qu'à vous présenter autour de la table nos invités. On va commencer par Jean-Louis Cussac. Jean-Louis Cussac, vous êtes trader, formateur, Perceval Finance. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Nicolas Schneller, vous êtes responsable de Trading Institute. Merci d'être avec nous Nicolas. Bonjour Thibault. Et Thomas Veillet, vous êtes chroniqueur boursier. Merci d'être avec nous Thomas. Vous, pour la première fois, on est ravis de vous avoir sur le plateau Trade ou pas Trade. Merci. Donc on va commencer tout de suite avec la rubrique On refait la semaine. C'est parti. On refait la semaine avec Nicolas Schneller. Nicolas, vous allez nous parler du pétrole. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe sur le pétrole en ce moment? Eh ben, en fait, sur le pétrole, on a régulièrement des baisses pour nous qui sont des opportunités d'achat. Donc on a eu un 72 il n'y a pas très longtemps sur lequel on s'est positionné. Et en fait, on a un pétrole qui ne cesse d'être dans une zone très compliquée au niveau géopolitique, qui est au cœur de tout ce qui est les BRICS. Donc maintenant, effectivement... BRICS, vous nous rappelez en deux mots? Alors, c'est surtout la Russie, la Chine. Maintenant, on a vu la semaine dernière l'Inde qui est venue dire bonjour à la Russie qui s'est baladée un petit peu aussi en Asie. Donc, je parle de Poutine notamment. On a l'Arabie Saoudite aussi qui est plutôt de ce côté-là. On a pas mal de tensions dans tout ce qui est parti Israël, Liban, etc. Donc, effectivement, c'est une zone qui est assez en tension. Et puis, des acteurs qui sont vraiment en train de se séparer, d'avoir une zone d'un côté et puis l'autre zone, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe de l'autre côté. Avec des intérêts divergents un peu. Avec des intérêts divergents. Alors il est vrai qu'on a mis des sanctions à la Russie sur un prix maximum de vente de son pétrole. Personne ne dit ce qu'il veut à Poutine, donc il a décidé de le vendre plus cher et il le vend très bien plus cher. Il le vend un peu moins cher que le prix du marché, ce qui lui permet d'avoir jamais autant vendu de pétrole qu'en ce moment. Il est allé faire un petit tour donc effectivement en Inde et en Chine, donc ils ont quand même une bonne union, mais c'est un produit dont on a besoin, on a de plus en plus besoin, malgré tout les énergies fossiles restent la source principale juste après le charbon, donc c'est d'abord le charbon et après ça le pétrole. Et puis voilà, l'expansion, le retour de la consommation fait que le pétrole en fait ne cesse d'augmenter et que dès qu'on a un retracement, peu importe le retracement, dès qu'on a un retracement, en fait, pour nous, ce sont des opportunités d'achat. Donc là, on est arrivé sur une résistance qui est à 85. On a quelque chose qui est plutôt intéressant. On va laisser redescendre un petit peu le pétrole, mais on reviendra encore une fois à l'achat. Oui, parce que là, on est plutôt en haut d'une... On est sur le haut, voilà, on est sur le haut. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est anticiper les inversions. J'aime pas le shorter. Donc, si quelqu'un a envie de le shorter, c'est-à-dire vendre à découvert. Shorter, c'est vendre à découvert, c'est prendre un put, tout simplement. Effectivement, ça pourrait être une zone intéressante puisqu'on est sur une résistance à 85, mais je vais plutôt favoriser des achats puisqu'on est toujours sous le risque d'une situation géopolitique qui peut exploser, quoi. Alors, qu'est-ce qui ferait que le cours du pétrole se détende un petit peu et favoriserait donc la réalisation de votre scénario? Le calme dans la région avant une éventuelle élection de Trump. Puisqu'on sait que Trump est un pro-pétrole, donc ça pourrait aider le pétrole à repartir encore une fois à la hausse. Donc l'été, voir si courant juillet, on a quelque chose qui se détend un petit peu. Et puis après ça, on a toujours un regain d'activité. On a aussi l'automne qui arrive avec un besoin d'énergie pour les pays riches qui en dépendent. Donc la surveillance du niveau, c'est quoi? C'est 75 $? Un peu plus haut? Alors ce sera 75 $ maintenant, on était rentré nous à 72, quand on arrive dans les 80 en général on s'en va, et puis on reviendra sur des 75, dès qu'il sera à 75 pour nous c'est un premier signal d'achat. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup Nicolas Schneller. On va passer à Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez nous parler on reste un peu aux États-Unis, en dollars, on parle du Standard & Poor's. Qu'est-ce qui se passe sur la S&P? Écoutez, quand c'est pas l'IA, c'est les futures baisses de taux qui sont attendues et renforcées par les dernières statistiques américaines. Et puis maintenant, par l'éventuel succès de Trump aux élections, qui va baisser les impôts sur les sociétés, qui va protéger encore davantage avec les droits de douane les valeurs américaines, les sociétés. Donc voilà, c'est incroyable, ça monte tout le temps. Il n'y a pas de retracement depuis vraiment longtemps, parce que au moins, oui, juste avant 2024, là, on avait
Là, c'est en mois. Hein. Vous voyez déjà la hausse, les mouvements qui sont assez considérables. On peut dire peut-être qu'on a fait un mouvement là, qui se termine. Mais sur l'écran numéro 2, la diapo numéro 2, si on zoome, ben, on s'aperçoit que, vous voyez, toute la phase là, partant du plus bas, du récent, ça baisse jamais. Ça ne baisse jamais. On a, je pense, jamais vu ça dans l'histoire. Il y a eu juste avant le mois de juin une petite baisse. Et alors, ce qui est terrible, et on l'a en faisant l'analyse fractale, parce qu'on retrouve les mêmes choses. Analyse quoi? Attendez, parce que... Fractale, c'est-à-dire qu'on essaye de voir si on observe la même chose sur des temps longs, plus courts, etc. Voyez, on réduit... Et alors, à un moment donné, juste avant que ça redémarre, regardez la bougie du mois de juin, là. Elle part à la baisse, on casse un plus bas, le soir, on refait un plus haut de la journée, là, on monte, et derrière, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Donc, j'ai voulu parler du Standard & Poor's parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des puts, des turbos, par exemple. Alors, ils ont intérêt peut-être à prendre du long terme. C'était un peu ça l'idée aussi, parce que tous ceux qui ont voulu anticiper sur du très court terme, ils se sont fait avoir. Parce que, voilà, le marché n'envoie pas de message de retracement. Et pourtant, ça devrait arriver un jour, hein. C'est sûr que ça ne peut pas continuer sur ce même rythme, mais il y a toujours un relais. Un retracement de quel ordre? Alors, voilà. Là, quelle est l'amplitude vous avez de retracement possible? La première phase, là, 4%. 4%, un marché qui baisse de 4% ne remet pas en cause sa tendance long terme haussière. Vous voyez? Donc, à la limite, pour celui qui voudrait rentrer, j'ai envie de dire, bah, attendez au moins qu'on revienne vers 4450, 40, vous voyez. C'est votre support noir, là, c'est ça? Voilà. En dessous, ça serait, on va dire, ça dépend de la vitesse aussi, hein, c'est important. Si jamais on passe dessous, c'est une première alerte, on va dire, de neutralisation. Donc là, on peut travailler les deux sens, sur le plan purement technique, en trading. Sinon, l'investissement peut, en se disant, je me projette sur du moyen long terme, ben, j'achète au-dessus de 5446, par exemple. Et en revanche, le niveau de rupture, ça serait 5325, cette zone que j'ai mentionnée, qui représente un retracement de 6%. C'est vrai que, statistiquement, au-delà de 6, là, on commence à envoyer un message d'arrêt assez fort. Vous voyez, autant sur 5004, on garde une dynamique haussière long terme. Et je parle bien de dynamique. Sous 5325, on casse quelque chose. On casse la dynamique. On l'avait vu d'ailleurs au début de votre graphique, on avait vu un retracement de 5,91 et puis finalement on avait rebondi sur ce... Exactement, c'est pour ça que je l'ai mis en évidence. Donc 6% on observe. Premier niveau d'observation, 5440. Voilà. Deuxième niveau d'observation encore plus fort, 5320, c'est ça? Et ce sont des portes d'entrée éventuellement, donc au-dessus de ces deux niveaux. Et si on casse en gros les 5003, là par contre on peut se dire, bon, sur le plan technique, on a perdu des chances de rebondir. Donc on reste à l'écart ou... On n'investit pas immédiatement, ou si on est investi, on se protège en prenant par exemple un turbo put, là sur des investissements qu'on a pu éventuellement faire sur les valeurs. C'est très clair, merci beaucoup Jean-Louis. Alors Thomas, vous êtes intéressé, vous êtes suisse, hein, mais vous êtes intéressé au CAC 40. Il y a des belles configurations en ce moment. Est-ce qu'on est sur des configurations qui sont à peu près équivalentes à celle du Standard & Poor's ou c'est assez différent? Non, je crois que c'est un cas assez particulier, la France. Alors moi, je la suis parce que je suis à côté, donc quelque part, merci de m'inviter depuis la Suisse pour donner mon avis sur la France. Mais c'est vrai que le regard qu'on peut avoir dessus... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le CAC en ce moment, c'est qu'on a vraiment, quand on fait un peu d'analyse technique, on a un cas d'école assez fantastique parce qu'on a un tête-épaule qui se dessine dessus, on casse exactement la ligne de coup juste au bon moment. On a le côté politique, l'incertitude politique française et qui nous envoie y chercher les points exactement de support qui sont indiqués par le haut de la figure tête-épaule. Donc d'habitude, on reprend la tête, on la réplique sur la cassure pour la mettre en bas et on s'arrête exactement au même endroit. C'est une symétrie par rapport au bas des épaules, c'est ça? Quand on a une tête-épaule comme ça, on estime que ça doit se répliquer en dessous le même amplitude de mouvement. Et là, quasiment au point près, on s'arrête en bas. Donc on a ce deuxième support, cette deuxième ligne bleue en bas qui est le point de support. Et on le voit très bien aujourd'hui, l'indice s'est arrêté plusieurs fois. Là, ça fait quasiment 3 fois qu'on vient retester au fur et à mesure et au gré de l'animation politique qu'on a en ce moment. Et on voit que le CAC continue de se consolider. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le statu quo politique en France permet au CAC 40
d'être plus ou moins content, mais d'avoir quand même un tout petit peu peur. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de voir si maintenant on est capable de sortir de ce range qu'on a maintenant latéral et quels seront les catalystes qui nous permettront de sortir à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce qui est bien pour un trader, c'est de se dire on a vraiment un range qui est là à 7420 grosso modo sur les bas et avec une résistance à 7800 et des poussières qui correspond à la moyenne mobile, la verte, là, celle des 50 jours, qui nous permettra de dire ok, on est en train de casser et on peut repartir dans un cycle haussier normal. Mais pour l'instant, bien évidemment, qu'on est bloqué par cette incertitude qu'on n'aime pas du tout dans les marchés financiers. Donc on voit effectivement le CAC rebondir 3 fois de suite sur ce support. Ça peut rebondir de nombreuses fois comme ça? Non, je pense que si ça continue trop longtemps, à un moment donné, on va devoir sortir par le bas. Mais ça voudrait dire qu'une solution a été trouvée et qu'elle ne plaît pas forcément au marché. Donc c'est cette incertitude-là qui pourrait nous donner une direction. Ça dépendra aussi de ce qui se passe ailleurs, parce que, comme Jean-Louis le disait, si le S&P 500 commence à décrocher puis à nous faire une correction de 6%, là, le CAC 40, il va aller chercher ses supports et il va aller en dessous, parce que là, on va sortir du concept politique français pour rentrer sur le concept global macroéconomique mondial. Parce qu'on est aussi dans une zone où on se pose beaucoup de questions. Est-ce que la croissance est toujours là? Alors oui, l'inflation ralentit, mais on voit quand même un ralentissement économique, je ne vais pas dire mondial, mais en tout cas aux États-Unis, ça ralentit clairement. Et on voit que la Fed doit agir sur les taux. On a la BCE ce jeudi, enfin demain en fait d'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont prendre comme décision, on n'est pas très au clair là-dessus. Et on a vu aussi que depuis que la première baisse des taux a eu lieu en Europe, eh ben, le marché, ils ont commencé à baisser quand même gentiment. Et c'est vrai que cycliquement parlant, on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on attend ces baisses de taux, quand elles arrivent, eh ben c'est là où les gens commencent à prendre les profits. Et le risque, il est peut-être aussi un petit peu là. Graphiquement, je m'étais intéressé effectivement à la corrélation entre les baisses des taux effectives et les marchés financiers. Et en fait, 3 fois sur 4, les marchés ils descendent. Alors quand on les attend, l'annonce de ces baisses des taux fait monter les marchés. Mais quand elles arrivent, les marchés... C'est de la psychologie de marché. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez, on monte sur le S&P 500, on a fait 30% de hausse depuis que Powell a dit fin octobre 2023, oui, attention, on est prêt à pivoter. Depuis là, on a pris 30%. Maintenant, quand il va annoncer qu'il va baisser les taux pour de vrai, le marché va faire quoi? Déjà pricé. Ça va, c'est le de news. En septembre, ils sont à 100% là, 100% de probabilité. C'est voilà. Beaucoup. Là, sur le CAC, ça fait 22 séances qu'on est entre ces mêmes limites. Hein. C'est rare. Hein. 22 séances de quoi? Il y a 22 séances de bourse. Là. Les traits que vous voyez là, sur la zone basse, c'est 22 séances. C'est 22 journées de bourse, pas calendrier. Et ça correspond à quoi comme date? La première? Non, mais oui, c'est un mois. C'est le vendredi avant les élections. C'est ça. Européenne, non, c'était le 18, là, c'est les élections législatives. Ouais, la dissolution. Et donc, ça fait... Alors, juste, je voulais rajouter sur le SP, là, il y a, la semaine dernière encore, sur les ETF, il y a sur 40 milliards d'entrants en investissement dans le monde. Les flux entrants sur les ETF. Voilà, il y avait 37 milliards, 40 milliards, hein, ouais, il y avait 37 milliards sur le marché US. C'est phénoménal. De toute façon, ils concentrent tous les investissements. Là, c'est plus que d'habitude? Le pourcentage, il est... D'abord, oui, c'est beaucoup. À chaque fois, on fait des records, pratiquement. On reste dans les niveaux records. Et c'est surtout le delta par rapport aux autres. Ça veut dire qu'en Chine, il n'y a rien. Ça veut dire qu'en Europe, il n'y a rien, au contraire. Est-ce que ce niveau absolu de 40 milliards, il est élevé par rapport à d'habitude? Non, c'est très variable. Mais ça fait partie, depuis quelques semaines, des plus forts niveaux entrants. Ce qui est quand même assez incroyable à ce niveau de prix. C'est fou. Il y a une conviction qui est complètement ahurissante dans le marché aujourd'hui. C'est que tout le monde est convaincu que ça va monter. Si vous regardez les indicateurs de volatilité, on est tout en bas. Si vous regardez les indicateurs, il y a cet indicateur américain sur CLN qui s'appelle Greed and Fear, où quand on vient du côté hyper optimiste, c'est que ça devient un petit peu dangereux. Mais là, on s'en fiche complètement. Ça continue de monter. Tout est en train de nous dire on est beaucoup trop confiant et il y a cette espèce de FOMO, la peur de rater le train à la hausse, et tout le monde vient et achète et achète et achète. Fear of missing out. Exactement, et ça continue. Moi, je suis définitivement quelqu'un de bullish depuis que je fais de la bourse, mais là, j'arrive à un stade où je me dis, mais ça va continuer. Poser quelques questions. Voilà. Très bien, merci beaucoup, messieurs. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler des bonus et bonus capés.
Oui, quoi, les bonus? Exactement. Alors là, l'été quand même s'amorce, on va se voir un petit peu moins souvent au mois d'août. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on parle d'un produit qui a un horizon d'investissement un peu plus moyen terme, voire long terme, que les turbos et les variants dont on parle beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des bonus capés, qui sont des produits de rendement qui servent à profiter de configurations de marché qu'on va appeler alternatives, c'est-à-dire soit de la stabilité, soit une faible baisse, soit une hausse modérée. Donc un peu ce qu'on a vu là avec le CAC 40, finalement, de rester toujours dans ce range, c'est typiquement le genre de produit qui pourrait être adapté. Donc pas d'effet de levier sur les bonus capés? Non. Pas d'effet de levier. Ils sont disponibles sur des actions, des indices, des métaux précieux, tout un tas de sous-jacents à moyen terme. Et alors, comment ça fonctionne? En fait, ce sont des produits qui ont un niveau bonus, une barrière basse et une maturité. Le principe, c'est que tant que durant la vie du produit, le cours du sous-jacent ne touche pas la barrière basse, même en séance, attention, vous avez un montant bonus qui est garanti in fine pour ce produit à maturité. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? Il y en a deux, entre guillemets. Le premier, c'est si finalement on n'est pas dans ce scénario de marché un peu atone et qu'au contraire on a un sous-jacent qui monte énormément au-delà du niveau bonus, sur un bonus capé, comme son nom l'indique, on va être capé, la performance va être plafonnée à ce niveau bonus et donc vous ne pourrez pas potentiellement profiter de toute la hausse. Le niveau de remboursement ne pourra pas dépasser le niveau du bonus. Exactement. Ça, c'est dans le cas des bonus capés. Si vous choisissez un bonus simple, pour le coup, vous n'êtes pas plafonné à la hausse et vous pouvez prendre toute la hausse du produit. Et le deuxième inconvénient, c'est le même que sur n'importe quel actif financier, c'est si jamais vous avez tort et que vous avez tort au-delà, en deçà de la barrière basse, dans ces cas-là, vous vous exposez à un risque de perte du capital, comme vous auriez... C'est pas une désactivation? Non, absolument pas. Comme vous l'auriez si vous étiez investi sur le sous-jacent direct. Alors que vous êtes remboursé quoi quand on dépasse la la barrière? Le cours du sous-jacent. Ah, le cours du sous-jacent, c'est ça, c'est pas une désactivation comme sur un turbo. Absolument pas. Vous êtes remboursé du cours du sous-jacent comme si vous en étiez porteur. Vous avez déjà acheté des bonus, Nicolas? Ça vous est arrivé? Pas encore, mais c'est intéressant. Intéressant. Merci beaucoup, Léa Gézéquel. Je rappelle que vous êtes vendeuse produits de bourse Société Générale et que les produits de bourse présentent un risque de perte du capital en cours de vie et à l'échéance. Merci beaucoup, Léa. On va passer à la prochaine rubrique, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette rubrique dans l'émission, chacun de nos invités assis autour de la table a 60 secondes, pas une seconde de plus, pour convaincre les deux autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade, si le scénario d'investissement qui est présenté est intéressant ou non. Alors on va commencer avec Nicolas, c'est encore vous qui commencez le bal. J'en suis ravi. Nicolas, vous allez nous parler d'Intel. On va attendre que le chronomètre s'affiche derrière moi, affichant 60 secondes. Nicolas Schneider, Trading Institute, c'est à vous maintenant. Parti. Alors j'ai choisi Intel parce que c'est une société, c'est la société qui a été la plus dégradée dans le secteur des semi-conducteurs, qui a eu une certaine période de difficulté parce qu'elle n'avait pas pris le virage de l'intelligence artificielle, qu'elle a enfin pris. Ce sont des grosses sociétés, donc elles mettent du temps à bouger. Sur les ratios financiers, c'est elle qui est la plus intéressante, c'est-à-dire que les PER sont les plus intéressants. Et elle a fait dernièrement quelques opérations qui lui permettent d'alléger un petit peu sa trésorerie. On va rentrer dans la période des résultats d'entreprise, donc on est en plein dedans. Donc on va voir dans très peu de temps comment est-ce que ça va se passer. Et malgré en fait ces difficultés, on voit qu'il y a quand même un espèce de support, un support dans les 29-30 qu'on a du mal à passer en dessous. Donc c'est vrai que pour moi il y a un beau potentiel. On a eu une recommandation dernièrement aussi d'une société d'une banque qui estime qu'elle vaut 2 fois son prix, c'est-à-dire 68 $. Donc tous ces éléments mis bout à bout avec un graphique qui me dit qu'elle est plutôt sur une phase de rebond. On sera plutôt à l'achat. Terminé. Merci beaucoup Nicolas. Alors Jean-Louis, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons un stop, donc un pas trade, c'est ça. Et Thomas, qui est manifestement dans le même sens que Nicolas. On va commencer par Jean-Louis pour nous apporter un peu de contradiction. Alors ça vous plaît pas ça? Intel, ça vous plaît pas? Je me dis qu'avec un SP500 à 5007, enfin en tout cas il les a dépassés sur les futurs, j'ai pas envie d'acheter une valeur qui reste plombée, voilà tout simplement. Je me dis que si elle n'a pas progressé dans cette phase extraordinairement haussière, c'est qu'il y a des raisons que j'ignore et ce que je crains, c'est que certains se disent, bon, allez, je vais aller chercher celle qui n'a pas encore trop progressé. Et ça, c'est le piège. Parce que quand les mauvaises, entre guillemets, je ne la connais pas bien, hein, mais quand les mauvaises les moins performantes, commencent à monter, on dit c'est la fin de la hausse. Vous
Vous voyez, et donc c'est là où elles font des rebonds du chat mort, quoi. Très imagé aujourd'hui. Et donc ça ne m'incite pas à vouloir investir sur Intel, tout simplement. Il y a trop de sous-performance. Et graphiquement, c'est jamais par hasard. Vous savez, c'est jamais par hasard. Très bien. Alors Thomas, vous allez courir à la rescousse de Nicolas, mais il n'a pas besoin de vous. Hein. Non, bien sûr. Tout à l'heure. J'aime bien le côté où finalement, Intel, moi je l'ai traité pendant des années, c'est une de mes actions de cœur. Et c'est vrai qu'on souffre tellement depuis tellement longtemps qu'effectivement, il y a le fait de le virage de l'intelligence artificielle fait qu'aujourd'hui, je suis assez d'accord sur la théorie de dire ils ont fait le virage, peut-être qu'ils vont bénéficier. On a vu quand même que le marché est très psychologique en ce moment, et rien que la thématique de dire on fait de l'intelligence artificielle, ça a fait monter des titres de manière complètement ridicule. 68$, je suis un peu sceptique par rapport au price target qui est annoncé par la banque en question. Limpide, je dirais pas, mais c'est assez clair pour investir. Moi, j'aime bien investir dans ce type de mouvement parce qu'on peut se dire, je rentre ici, j'ai un point de sortie très clair à la baisse, et donc ça nous permet de se stopper et de ne pas prendre un risque trop exagéré. Alors, c'est pas mon titre favori, mais je pourrais aller dans cette direction. Merci beaucoup, Thomas. Nicolas, un petit droit de réponse pour Jean-Louis. Je ne savais pas si j'avais le droit. Si, bien sûr, vous avez le droit. C'est vous qui avez le dernier mot, c'est votre scénario d'investissement. Elle a pris 10% dernièrement, on rentre dans la période des résultats, et après, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Louis, le S&P est beaucoup monté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va redescendre. On observe aussi beaucoup aujourd'hui que les investisseurs se désengagent des grosses capitalisations pour venir sur les plus petites, même si c'est reste Intel et qu'elle a quand même une capitalisation non négligeable, elle reste un titre qui était resté un petit peu à la défaveur, par exemple, d'une Nvidia. Donc, Magnificent 7. Voilà, donc on a un Russell 2000 qui est bien monté par rapport au S&P, qui montre que les investisseurs viennent se localiser un petit peu plus sur des petites structures. Très bien, merci beaucoup. Nicolas, on va passer à Jean-Louis. Jean-Louis, vous avez un scénario sur Vallourec. Donc on va mettre le chronomètre derrière moi. J'attends, je le vois dans le miroir. Oui, il est là. C'est parti, 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, sur ce graphique qui remonte à mars 2021, on voit très clairement qu'on est sur les plus hauts, les deux plus hauts précédents du mois de mars et de 21 et de mars 23. Et dans le graphique suivant, on voit qu'elle a suivi à peu près le CAC 40, c'est incroyable, mais vrai. Et elle accumule vraiment sur cette phase d'arrêt qui a démarré depuis le 18 juin et qui offre donc pour moi un point d'entrée. Donc c'est le graphique suivant, voilà. On le voit bien, avec un retracement de 21%, ce qui est quand même très important, un arrêt qui est vraiment clair. Il y a un consensus qui s'améliore très sensiblement sur la valeur, qui a passé de très gros contrats dans la fourniture de tubes. L'horizon s'éclaircit, le Vallourec des années, des mauvaises années est en train de s'oublier, et je pense que c'est un investissement. Merci Jean-Louis, qui va fonctionner. Failli respecter le timing, je vous félicite, c'est mieux que d'habitude. Messieurs, trade ou pas trade? Vos panneaux s'il vous plaît, vos raquettes de ping-pong. Nous avons un go, trade, donc Nicolas, je vous en prie, allez-y. Eh bien, moi je suis d'accord avec Jean-Louis, effectivement il y a eu un bon retracement, on a quand même un support qui existe. Qui nous pousse effectivement à revenir dessus. Et puis on est un peu comme sur le dossier d'Intel, c'est-à-dire une société qui revient un petit peu dans la partie. Et le pétrole, comme je suis plutôt positif dessus et que Vallourec en dépend énormément, parce que c'est son cœur de métier, et à ce moment-là, moi je suis plutôt pour. Merci Nicolas. Thomas, d'un point de vue graphique, il y a un support effectivement, mais il est long terme, il est court terme, il est comment ce support? Court terme, moi je vois un double bottom avec deux moyennes mobiles qui sont en train de se croiser, donc de repartir, pas de se croiser, s'inverser. S'inverser, pardon, excusez-moi, s'inverser et de repartir à la hausse, donc investir dans Vallourec. Je suis aussi entièrement d'accord avec la thématique du pétrole, donc oui. Alors personne pour me parler un peu de ce support, parce que c'est un support court terme, mais on voit que c'était aussi une résistance. C'était la résistance très long terme dans le graphique précédent, on le voyait très bien, ça remontait à mars 2021, c'était la fameuse résistance dont vous parliez, oui, voilà. 2 fois de plus haut. Voilà. Moi, je dis souvent, la troisième fois, je ne vais jamais réitérer, par exemple, la vente, si on le fait sur le double top, le triple top, je ne vends pas. Parce que jamais 203 en bourse, c'est pas votre truc. Voilà, parce que j'estime que quand on y retourne une troisième fois, c'est qu'il y a des raisons et que les probabilités de franchir le niveau augmentent. Et donc, elle a franchi cette zone sur des news favorables, puisque vous voyez le gap, notamment à partir de 15,
vers mars, la fin mi-mars. Donc cette zone qui était une résistance, qui faisait qu'on revenait en arrière, etc., eh bien, devient maintenant une zone support, tout simplement. Ça illustre très bien ce que vous dites assez souvent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé cette résistance, il y a une accélération à la hausse. Il y a eu une accélération dans un contexte global du marché qui était à ce moment-là très favorable. Hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les gérants étaient vraiment à la recherche de relais d'investissement. Et Vallourec faisant partie des recoveries et de l'évolution d'un consensus vraiment favorable. Elle a été recommandée pour les portefeuilles, tout simplement. Très bien, merci. C'est une zone. Beaucoup, Jean-Louis, pour ce scénario d'investissement sur Vallourec. On va passer maintenant à Thomas Veillé. Vous allez nous parler de Nestlé. Alors attendez 2 petites secondes que le chronomètre s'affiche derrière moi. C'est parti. C'est à vous. Allez-y. Moi, je suis suisse, donc je suis venu avec une action suisse, tout simplement. Nestlé fait partie des actions qui ne bougent plus dans le marché, qui font que de descendre, même plutôt depuis un bon moment. C'est vrai que depuis quelques temps, on a favorisé clairement tout ce qui était technologie. Et là, depuis quelques temps, on a vu la semaine dernière aux États-Unis un changement, une rotation de secteur où les gens ont commencé à vendre leur position dans les Magnificent Seven pour aller se positionner sur des choses un peu plus small cap, mais aussi sur les défensives. La semaine dernière, la Suisse, le marché suisse était la meilleure performance européenne des marchés financiers, et c'est pas tous les jours. Et Nestlé, qui a été vraiment à la traîne depuis très longtemps, qui est en pleine phase de restructuration, commence enfin à arriver à des niveaux relativement intéressants. Il y a un niveau plancher au niveau des 92 francs suisses qui font que ça reste très strong. Et ça fait partie de ces graphiques que moi je regarde, que je m'envoie ça tous les jours régulièrement. Et ça, pour moi, je ne peux pas forcément donner d'immenses explications, mais ça va rebondir et ça fait partie des fonds de portefeuille. Parfait, merci beaucoup Thomas. Alors, Jean-Louis, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je dis parce que vous n'êtes pas favorable à ce scénario et donc on a un petit peu de discussion. On va voir ce que vous avez dans le ventre, Jean-Louis. Allez-y, c'est parti. C'est un peu provocateur. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'il y a un arrêt de la baisse qui est clair maintenant depuis pas mal de semaines. J'ai du mal à voir l'échelle, mais on va dire depuis le mois de mars, il y a un arrêt. Mais il n'y a pas le signal d'une impulsion. Quand une valeur baisse autant que ça, j'aime avoir, si vous voulez, un signal technique qui me dit c'est le bon moment. Parce que c'est peut-être le bon prix, mais ce bon prix il peut durer combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs. Voyez-vous? Dans l'investissement. Avant la confirmation, vous voulez dire? Oui, non, mais quand on cherche à investir, il y a le niveau de prix, mais il y a le bon moment. Parce que si on rate à cause d'un investissement fait beaucoup trop en amont, par exemple j'achète Nestlé, il ne se passe rien pendant 3 mois, mais je rate plein de choses peut-être pendant ce temps-là potentiellement. Vous voyez, donc c'est dans cette optique-là que je vous dis non, parce que je n'ai pas ce qu'on appelle le market timing. Je n'ai pas c'est maintenant qu'il faut le faire. Thomas, vous aurez votre droit de réponse, mais avant, Nicolas va donner ses arguments en faveur de votre scénario. Oui, je suis d'accord avec Thomas sur cette partie où effectivement on arrive à un moment où il y a éventuellement, il y a une possibilité, et comme il a dit tout à l'heure sur Intel, sur ce trade, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on sait où on positionne son stop. On va se mettre sur 90 par exemple. 90. Voilà, sur un 90, vous voulez dire. Ça me paraît être plutôt bien. Avec tout le respect que je dois pour Thomas. Voilà, mais ça me paraît plutôt bien, comme ça on n'a pas un gros risque. Et effectivement, si on est enfin arrivé au début d'une tendance, eh ben, on a plutôt un parcours assez joli, surtout s'il y a une rotation du secteur, comme annoncé, où on va laisser tomber un petit peu la mode de l'intelligence artificielle et du reste pour aller sur des cycliques. Jean-Louis, 90, vous l'utilisiez quand vous étiez dans la corbeille 70, oui, ça se disait. Et pourquoi on utilise 90? C'est phonétique. C'est pour éviter la confusion avec 80, exemple, 20, ce genre de choses? 70, 60, non? C'est ça, non? Oui, non, mais oui. Et là où moi je l'ai utilisé le plus, par exemple, c'est quelqu'un qui disait j'achète un futur. Si vous dites j'achète un futur, j'achète 20 futurs, vous voyez, là, phonétiquement, vous n'entendez pas bien la différence entre 1 et 20. Donc on ne dit pas 1, on dit j'achète unité à 22, par exemple. J'achète unité à 22. Ou j'achète 20 2 x 10. 2 x 10, ah d'accord, vous précisez. Mais entre 1 et 20, ça ne s'entend pas beaucoup quand il y a du bruit dans la salle. Oui, ou alors 70, 60, je pense que ça devait être aussi... Là, c'est un peu pareil. De toute façon, tout ça, c'est des questions de phonétique, etc. Ouais. De clarté. Alors, moi ce qui me gêne aussi sur Nestlé, c'est... Alors,
Thomas va peut-être pouvoir... Vous avez déjà eu votre droit de réponse, mais, non, mais Thomas va en reparler. Un droit de question là. Allez-y. Juste, c'est la croissance qui est vraiment pas bonne. Et du coup, j'avais regardé les analystes qui disaient que la croissance n'était vraiment pas bonne et était revenue à des niveaux très 2020, 2019. Et les target price n'étaient pas très élevés, quoi. Du coup, dans une amélioration éventuelle de la situation. Thomas. Alors Nestlé n'est pas Nvidia. Ça c'est clair. Pas une valeur de croissance. On va pas se retrouver avec un Nestlé à 245 francs suisses dans 2 semaines, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, moi je l'aperçois, c'est un fonds de portefeuille typiquement suisse. Nous, les Suisses, les gens en ont tous dans leur portefeuille et ça fait un moment qu'elle est en telle dépression qu'à un moment donné, tout le monde se dit elle va redémarrer à un moment donné. Et là, le nouveau CEO qui est en place depuis une année des poussières arrive gentiment à finir sa restructuration. Ça prend du temps, c'est un paquebot ce truc, donc ça prend vraiment du temps pour pouvoir redémarrer. Et là, on a des signaux qui font qu'enfin, ça baisse plus. Et on a aussi tellement de mauvaises nouvelles sur Nestlé qui sont arrivées ces derniers temps, et elles ne baissent plus sur les mauvaises nouvelles. C'est un peu, je fais un parallèle avec Boeing aux États-Unis. Il n'y a plus rien, toutes les mauvaises nouvelles qui sortent, Boeing, ça baisse plus. Nestlé, c'est pareil. Donc, c'est pas un trade à court terme en disant demain, elle va faire 25%. C'est le moment de revenir dans un fonds de portefeuille. Et je vais juste un tout petit peu plus loin. Je suis revenu là-dessus parce qu'en fait, en Suisse, sur l'indice suisse, il y a 3 titres qui comptent vraiment. C'est Nestlé, Roche, Novartis. Le reste, ça compte pas. Ça représente 45 ou 50% de l'indice à L3 sur 20 titres. Donc, quand Nestlé repart, le SMI repart et Roche et Novartis vont avec. Donc ça, on voit que ça commence à bouger sur ces trois de nos Magnificent 3 en Suisse. Et Nestlé me paraît celle qui est en plus le plus en retard pour l'instant. D'où. Merci beaucoup Thomas. On va passer maintenant à la rubrique à vos marques. Rubrique à vos marques, le quiz avec Léa Jézéchiel, vendeuse produits de bourse Société Générale, avec des questions qui n'ont rien à voir avec les produits de bourse. Quelle est la thématique du jour? Les indices boursiers sur les sous-jacents des produits de bourse. On ne peut pas parler des produits de bourse, il faut parler un peu de ce sur quoi on investit avec. Alors oui, c'est un quiz sur les indices. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. On y va. Au piège. Alors, c'est parti. On rappelle les règles. Oui, tout à fait. Vous attendez que j'ai fini d'énoncer les réponses possibles avant de vous jeter sur vos buzzers. On y va avec la première question. Qui va s'afficher, voilà. Parmi ces indices asiatiques, lequel a une méthodologie de calcul qui ne prend pas en compte la capitalisation boursière des entreprises qui le composent, mais uniquement la valeur des actions? S'agit-il du Hang Seng, du SSE ou du Nikkei 225? Thomas. Le Nikkei. Exactement, bravo Thomas pour votre premier passage. On sent le professionnel. Je peux partir, c'est bon. Tout à fait, la tête haute. Non mais ne partez pas encore. Alors comme le Dow Jones, le Nikkei est calculé effectivement à l'aide d'une moyenne arithmétique des valeurs qui le composent, sans aucune pondération par la capitalisation boursière des titres. Donc il accorde forcément automatiquement plus de poids aux entreprises dont la valeur nominale est plus importante. Donc en d'autres termes, clairement... Beaucoup de sens, hein, mais bon, on n'est pas là pour juger. Pas là pour juger, mais effectivement, les cours les plus hauts sont ceux qui seront surpondérés dans la valeur du Nikkei, ce qui peut bien sûr influencer grandement la valeur de l'indice et créer des situations où on a si les actions qui le composent ont des disparités de cours très importantes, ça amène à des valorisations qui sont parfois un peu moins lisibles. Et ça va aussi naturellement surpondérer les valeurs qui ont la meilleure performance. Bref, question numéro 2, un point pour Thomas Villiers. Question numéro 2. Quel acteur est le principal détenteur du CAC 40? S'agit-il de BlackRock, les investisseurs particuliers ou la famille Arnault? La trompette. Jean-Louis, la trompette? C'est vous? Oui. Allez-y. BlackRock. Non. Non. Ah bah oui, je suis bête. Ah oui, mais non, mais... J'aurais dit la famille Arnault. Bah oui. Exactement. Oui, mais... Non, mais oui, c'est tout, il n'y a pas de... La participation n'est pas dans le CAC. Non, mais si, c'est les principaux détenteurs du CAC 40. Eh ben justement, ils sont pas du tout. Mais si, puisqu'ils sont détenteurs de la famille. La détenteur de l'entreprise qui est la plus grosse pondération, mais elle va nous le dire tout de suite. La famille Arnault est le premier actionnaire de l'indice CAC 40. Il détient environ 7,8% de l'indice.
Loin devant, par exemple, la famille qui possède Hermès, qui n'a que 4,8%, et des gérants comme BlackRock. Donc cet effet, bien sûr, est dû aux performances boursières astronomiques du luxe, puisque, par exemple, entre 2018 et 2022, on est quand même sur plus 163% de LVMH ou plus 198% d'Hermès. Donc automatiquement, comme ils détiennent beaucoup de leurs propres entreprises et que leur propre stock augmente beaucoup, forcément ça surpondère. Et donc c'est pour ça que ce sont ces familles qui détiennent le plus du CAC 40. Très intéressant et surprenant. Nicolas, 1 point. Thomas, 1 point. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas du tout. 3e question. Quel type d'entreprise n'est pas autorisé à être listée sur le Nasdaq 100? S'agit-il des entreprises financières, celles de la santé ou les entreprises des médias? Thomas. Les financières. Bravo! Bravo Thomas. 2 points pour Thomas qui prend le large. Attention, la 3e question, ça commence à être difficile. Dans le Nasdaq 100, on va retrouver les sociétés bien sûr de la tech, des télécommunications, du commerce de détail ou de gros, les médias, les transports ou encore la santé. Pour pallier à ça, le Nasdaq a créé un sous-indice ou un indice sectoriel du Nasdaq qui s'appelle le Nasdaq Financial 100 qui lui regroupe tous les titres qui ont trait à la banque, l'assurance, l'investissement en général. 4e question. Jean-Louis, c'est pour vous là, je la sens bien. Je suis sûr que c'est pour vous. Elle est facile en plus. Quel indice européen inclut les dividendes dans sa cotation? S'agit-il du DAX, du FTSE ou du BEL 20? Jean-Louis. Cadeau, non, c'est pas un cadeau. DAX. Elle est cadeau pour vous, effectivement, mais pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément des experts des marchés, il faut savoir qu'il y a 2 types d'indices. Les indices qui réintègrent les dividendes dans leur cours, comme le DAX, et des indices qui ne prennent pas en compte les dividendes, donc qui, le jour où les dividendes sont détachés d'un stock qui compose l'indice, chutent mécaniquement du même montant, comme le CAC 40. C'est pour ça que la performance très long terme du DAX est beaucoup plus élevée que la performance du CAC, alors que finalement, quand on les retraite de la même façon, c'est assez comparable. 5e question, 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Nicolas, 2 points pour Thomas. Vous étiez en train de tiquer un peu sur ce que je viens de dire, mais peut-être que j'ai dit une ânerie. Non, du tout. Non, j'allais dire simplement que c'est limite scandaleux comme... Oui, je suis assez d'accord avec vous. Enfin, c'est pas scandaleux, mais en tout cas, c'est pas joué dans la même cour. À côté, le DAX, ça représente l'investissement de la personne qui investit vraiment. C'est-à-dire qu'il d'un point de vue patrimonial. Oui, tout à fait. Il a acheté des titres et à la fin d'année, il se retrouve avec la performance des titres plus les dividendes. Voilà, donc, d'un point de vue patrimonial, c'est peut-être plus... Sauf taxation sur les dividendes quand même qui peut venir... mais bon, effectivement, on va pas... Dernière question, c'est la question clé pour savoir si vous allez rejoindre Thomas dans ce concours extraordinaire. Quel suspense, Parmi ces entreprises du S&P 500, laquelle est présente dans l'indice depuis sa création en 1957? S'agit-il de Coca-Cola, Microsoft ou AutoZone? Jean-Louis. Coca-Cola. Voilà, ça se termine 2 points pour Jean-Louis, 2 points pour ça, c'est le réflexe. Il y en a 2 autres qui sont là depuis le début. Il s'agit de General Electric et Procter & Gamble. Mais aucune de ces actions ne figure aujourd'hui parmi les 10 plus importantes de l'indice. Qui aurait pu dire Microsoft, franchement? C'était facile. Mais bon, bravo à Jean-Louis et Thomas, ex aequo. Nicolas, ce sera la prochaine fois. Avec plaisir. On a confiance en vous. Vous allez... Je m'accroche. Comment je vais relire un petit peu. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances puisque nous prenons le retour de Trade ou pas Trade est prévu pour le mois de septembre. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer des sociétés que vous souhaiteriez qu'elles soient analysées par nos invités sur le plateau. Merci à vous. Et si vous aimez Trade ou pas Trade, dites-le autour de vous. Merci beaucoup. Au revoir.